À vrai dire, chez vous, mesdames, messieurs, cette tribune dédiée à la réflexion sur l'actualité, l'analyse et le décryptage. J'ai le réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce tout nouveau numéro qui sera consacré essentiellement à l'économie, parce que oui, la question monétaire fait actualité en ce moment. Nous allons essayer avec un professeur d'université, un expert à la matière, de comprendre comment est-ce que le franc congolais arrive à être apprécié aujourd'hui, chose qu'on n'a pas vécue, qu'on n'a pas vue depuis plusieurs années. Je disais donc que j'ai le réel plaisir de vous servir et je vous souhaite bienvenue pour ce tout nouveau numéro. Alors, le mot d'ordre est unique. Il ne faut jamais regarder l'émission seule. Il faut toujours partager les liens. C'est comme ça que vous nous donnerez la force pour continuer à vous servir. Comme je le disais tantôt, qu'il sera question de comprendre l'appréciation du franc congolais face au dollar, alors que nous savons que nous vivons dans une économie dollarisée. Ça fait des années qu'on n'a pas connu une baisse des taux de change, comme on le dirait à la cité. Et pour ce faire, j'ai invité pour vous le professeur en économie et développement, le docteur Léon Guérengo Sambi, avec qui on va s'entretenir autour de questions que vous avez posées, que vous vous posez et que je me pose également. Professeur, bonjour. Bonjour Cheryl. Merci d'accepter notre invitation, bienvenue. Surtout, merci aussi de m'avoir invité. C'est la toute première fois sur le plateau de sur mon plateau. Pourtant, ceux qui nous connaissent savent à quel point on est quand même assez proches. On commence toujours quelque part. Aujourd'hui, c'est une découverte pour moi aussi. Effectivement. Je profite de l'occasion pour vous présenter mes félicitations de manière officielle pour votre obtention de titre de doctorat et puis les charges horaires que vous avez actuellement en tant que professeur. Mais vous enseignez quel cours, quelle branche d'économie effectivement en ce moment? Bon, moi, je pourrais d'abord commencer. J'ai soutenu ma thèse en politique macroéconomique nationale. J'ai eu la chance d'analyser la possibilité pour la République démocratique du Congo de devenir un pays émergent à l'horizon 2030 en m'inspirant de... Donc dans 5 ans? Dans 5 ans, c'était un souhait, mais bien que non, on s'approche, on se rend compte que non, c'est quasi impossible. Mais nous avons eu intérêt quand même d'analyser tous ces aspects. Et actuellement, là, je suis dans plusieurs universités, notamment l'université de Kikwit, l'université de Kassai, l'université Joseph Kasavubu, on appelle IKV, l'université de Guadolite. Je suis ressortissant de l'université catholique du Congo. Donc, ça, voilà un peu en résumé. Vous avez fait votre thèse ici? Ici, dans le pays, à l'université catholique du Congo. Il est possible de mener des recherches de qualité en restant dans le pays. Et vous avez été sacré docteur, si je peux le dire comme ça, à l'Université catholique du Congo, UCC en sigle. Tout à fait. Alors, professeur, aujourd'hui, je vous ai appelé parce que tout le Congolais est préoccupé par la question de l'appréciation de franc congolais. Il y a beaucoup de scepticisme dans la matière. Beaucoup estiment que c'est des mesures superficielles. Bientôt, on va revenir à la dépréciation qu'on a toujours connue, qu'on a même pris l'habitude de vivre avec. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de cette appréciation du franc congolais, avant qu'on rentre vraiment dans les explications économiques? J'avais de l'inquiétude. Quand j'étais étudiant, quand je menais mes recherches, jusqu'à soutenir ma thèse, nous étions un peu des points gênants dans la société. Nous, quand je parle de nous, ce sont nous les économistes, parce que certaines de nos expressions, les expressions qui se trouvent dans notre jargon économique, étaient un peu mal perçues par la population congolaise. Il m'est arrivé que non, il y a quelqu'un qui me posait la question, vous avez travaillé votre thèse sur quoi? Quand il écoute déjà l'expression macroéconomie, quand il écoute déjà la croissance économique, quand il écoute le taux d'échange, il s'est dit, mais écoutez, laissez-nous avec ces histoires. Pourquoi? Parce que la population congolaise était convaincue que ces expressions, c'est juste pour impressionner et que non, ça n'existerait pas. Et si peut-être que non, ça pouvait exister, ça pourrait exister ailleurs, dans d'autres pays, mais pas en RDC. Chez nous, ce n'était que des théories. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train d'établir une corrélation entre ces expressions et son vécu. Alors, l'actualité, comme vous l'avez déjà annoncé, le contexte actuel,
C'est pourquoi je l'ai dit tantôt que j'avais de l'inquiétude. Maintenant, je commence à me rendre compte que notre science pourrait être reconsidérée. Parce qu'avec les contextes actuels, il est possible aussi de faire quelque chose. Ça veut dire que l'économie a un impact en tant que... Enfin, c'est vrai, on sait que l'économie a un impact, mais la science économique, l'explication économique a un impact réel sur la vie des gens. Ceux qui disaient le contraire il y a quelques années, avec ces signaux, je n'ai pas encore abordé sa durabilité, son aspect moyen-long terme, mais ne fût-ce que cette indication, ça prouve qu'ils pourront toutefois désormais avoir ne fût-ce que de la confiance. Effectivement. Moi, j'aime ce que vous dites, parce que c'est un appel que je lance aux scientifiques aussi. Vous ne voulez pas venir notamment à la télévision. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les scientifiques sont aussi sceptiques à communiquer, alors que c'est très important de vous avoir, vous, parce que vous n'avez pas une parole partisane. Vous ne parlez que science, contrairement à des politiques que nous recevons de temps en temps, et qui sont soit de gauche, soit de droite, soit de centre, qui sont toujours un peu partisans. Alors, la première question, professeur, qu'est-ce qui justifie cette appréciation du franc congolais? Je sais que vous n'êtes pas porte-parole de la BCC, mais donnez-nous la théorie. Ça veut dire dans un pays où l'économie dépend énormément de dollars, dans un pays où ça fait énormément d'années on n'a pas vu le franc congolais baisser, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on passe de 28 aujourd'hui à 23, 2300 le dollar, et ailleurs on change même un peu plus bas que ça? Je ne suis pas porte-parole, comme vous l'avez dit, mais je suis scientifique. Ouais. Et au-delà même d'être scientifique, je suis économiste. Et ça concerne même mon secteur, mon domaine. Alors, je ne voudrais pas vous donner une réponse mathématique, mais j'aimerais que nous puissions d'abord faire un petit voyage avec vous. Allez-y. Si nous pouvons un peu rentrer 20 ans plus tôt, je prends 2002, parce que ça pourra vous faire comprendre beaucoup de choses. Je prends 2002. Pourquoi j'ai choisi 2002 comme année de référence? Parce que avant 2002, déjà entre 89 jusqu'à 2001, on a traversé une période des indicateurs rouges, où on a connu l'hyperinflation, couplée avec la récession, la dépréciation monétaire exponentielle, tout. Et on n'avait plus de bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods. Ça, c'est de 89 déjà jusqu'à 2001. Ouais. Là, c'est la sous-période des indicateurs rouges. Parce que déjà à partir de 80 jusqu'à 88, on avait déjà une décroissance déjà. On avait une croissance économique, mais la tendance était déjà baissière. Maintenant, quand on arrive à partir de 89, on entre dans la récession. On a connu déjà la croissance négative. Jusqu'à 2001, on a connu l'hyperinflation, une dépréciation. Et après, on arrive en 2001, on dit, OK, on peut encore tendre les mains auprès des institutions de Bretton Woods. Est-ce que vous pouvez encore faut expliquer venir? FMI, Banque mondiale. FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et consorts, les partenaires internationaux. Alors, ils ont accepté de revenir. Quand ils reviennent, OK, qu'est-ce que nous pouvons faire? On va vous aider. On a mis en place un programme qu'on a appelé les programmes intérimaires renforcés, les PIR. Et ça, c'était le programme qui nous a permis de casser l'hyperinflation avec la longue période des indicateurs rouges. Voilà, on a cassé l'hyperinflation en inflation. On quitte la récession en croissance. Et là, déjà, c'est l'année 2002 qui est la toute première année où on n'a plus connu la récession, on n'a plus connu l'hyperinflation. Donc, l'inflation est devenue quasi stable. Et à cette année-là, est-ce que vous savez, taux d'échange, les dollars valaient combien? Un dollar, c'était 382 000 francs congolais. Et 382 francs congolais. Un dollar, 382. Vous créez déjà un voyage. C'est pourquoi j'ai préféré qu'on puisse d'abord commencer par là, pour voir d'où nous venons, où est-ce que nous sommes. Et on peut maintenant émettre des points de vue. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller encore en avant, en quelque sorte. 1 dollar 382. On traverse, c'est proche déjà des 400. On a connu nos élections en 2006 déjà. 2006, les élections. Et on quitte déjà les 382, les 400 francs. On arrive dans les 500 francs congolais. 1 dollar. 1 dollar 500 aux environs de la période des élections. 2006 déjà. On quitte 2006. On avance. On arrive en 2007, vers 2008. On a 1 dollar 800 francs. 600 francs, j'allais dire. 2008.
2008 déjà. 2007, 8, 1 dollar 600 francs. Maintenant, à partir déjà de 2008, parce que je l'ai dit, 2002 déjà, début déjà d'un bon climat. 2006, élection, on a quitté de 382 jusqu'à 500. 2008, on a connu, pas nous comme la RDC, mais le monde, parce qu'on est des partenaires, on a connu la crise financière, la crise des subprimes. Et cette crise est due aux hypothèques, aux aspects, donc c'est la crise immobilière, si nous pouvons dire. Bien que non, ce n'est pas notre crise, mais on a subi ces chocs. Où est-ce que nous, parce que nous exportons des matières premières, où est-ce que nous vendons ça? Parce que si déjà ça touche les États-Unis, l'Union européenne déjà est impactée, et nous on a des matières premières que nous allons vendre dans les marchés. Donc on a les marchés de Londres, le marché de Paris. C'est notre seule plus-value. Voilà. Et donc ça déjà, les chocs. J'ai peut-être, parce que je préférais ne pas prononcer ces mots, choc. J'aimerais d'abord faire cette évolution avec vous pour arriver au bout, et c'est vous-même qui allez ressortir cet aspect. Alors en 2008 déjà, la crise déjà des subprimes, on l'a subi. Et on subit ça déjà quand? À partir de 2009. Vous allez voir que nos indicateurs déjà à partir de 2009, on a connu une croissance économique qui a chuté en bas de 3%. C'est-à-dire c'est déjà inférieur à la croissance démographique. C'est-à-dire en 2009 déjà, ça suppose qu'on a créé plus de la population que la richesse économique. En 2009. Donc la pauvreté. La pauvreté déjà, voilà. Alors, on a connu un taux d'inflation élevé. Et c'est la première année où on passe d'un taux de 600 francs et on arrive au fameux taux de 900 francs. Parce que c'est avec 900 où on a passé beaucoup de temps. Taux d'inflation, ça veut dire que non, les gens pas le taux d'inflation, le taux d'échange. Oui. Non, mais vous avez parlé des taux d'inflation. Taux d'inflation, oui. En 2009. En 2009, oui. Ça veut dire que les gens ont perdu le pouvoir d'achat. Tout à fait, tout à fait. Ça va en soi. Ouais. Alors, donc l'année 2009, chute de la croissance économique en bas de 3%, hausse de l'inflation, dépréciation monétaire. Et là, on franchit 1 dollar 900 francs. C'est même le débit. Et on traverse une autre sous-période après la crise de 2008. De 2009 jusqu'à 2015, nous sommes restés dans les 900 francs. C'est devenu un taux un peu familier, si on peut le dire, parce que là, on est dans le 910, 920, maximum 930, on n'est que là. Donc 2009 à 2015, on pourra dire que non, par rapport au taux d'échange, il y a une stabilité. On quitte 2015, on arrive en 2016, on vient encore de connaître un autre choc. C'était dit à quoi cette fois-là? C'est la baisse des cours des matières premières. En 2016. En 2016 déjà. Et donc ça a commencé déjà à partir de 2015, tout ça, mais c'est en 2016 où il y a vraiment une baisse. Et avec cette baisse, là, ça nous a permis de quitter les taux d'échange qui étaient de 900 à 1200, 1200, voilà. 1200 francs, 1210 francs, quelque chose comme ça. Et donc là, on a maintenu le taux d'échange pendant 6 ans à 900 francs, 910, 920. Mais à partir de 2016, on franchit les 1000 francs. C'est la première année d'ailleurs. On franchit les 1000 francs, on arrive à 1200. Et déjà à partir de 2016, on commence à grimper. 2017, on quitte 1200 pour 1500. 2018, 1600. Et le voyage de 2016 jusqu'à 2025 actuellement, c'est un voyage où on a connu des dépréciations à un niveau élevé par rapport même à la stabilité que nous avons connue de 2009 jusqu'à 2015. On arrive en 2020, Covid, là encore le taux de croissance en bas de 3%. Et là encore, on connaît encore une dépréciation. Et quand on continue, on se rend compte que non, les élections arrivent. On se rend compte que non, la guerre à l'Est arrive. La guerre de l'Ukraine. La guerre, tout ça. Alors, ce sont les pareils scénarios qui ont caractérisé notre économie et très spécifiquement cette matière des taux d'échange. Et vous vous rendez compte que nous quittons 2002 avec un taux d'échange de 382. Moins de 400. On arrive en 2025 avec un taux d'échange de 2900. 2900. Donc, vous pouvez imaginer déjà cette tendance.
Maintenant, je déconsidère cet aspect. Je prends après la crise de Saint-Prams, de 2008. Je prends 2009. À partir de 2009 jusqu'à 2015, instabilité des taux d'échange. À 900 francs. Mais à partir seulement de 2016 jusqu'à 2025, c'est 9 ans. Ouais. 9 ans. Mais les taux là de 900, c'est triplé jusqu'à 2900. Ça, c'est un constat. Et maintenant, on peut voir maintenant qu'est-ce qui a fait que nous puissions arriver à ce stade. J'ai déjà épinglé, je parle des élections de 2006, là c'est peut-être encore moins, la crise de 2008. Mais si nous prenons, parce que nous exportons les matières premières. Ouais. Chaque fois que nous, il y a baisse du cours des matières premières, et si on n'a pas des réserves suffisantes, si on n'a pas une politique économique, on n'a pas mis en place une politique de résilience, ça peut aussi nous faire sentir de façon négative ces chocs-là. Mais à partir de 2012, parce que c'est la sous-période encore qui a été qualifiée de stabilité macroéconomique, à partir de 2012 jusqu'à 2015, je prends même cette sous-période-là, une période de référence. Vous vous rendez compte que... Où les chiffres étaient quand même bons. Les chiffres étaient bons. Étaient mieux même par rapport aux autres, parce que c'est une analyse comparative. Vous vous rendez compte que pendant cette période, on n'a pas bénéficié des cours de matières premières à un niveau aussi très élevé qu'on attendait. Or, donc les prix n'ont pas augmenté à l'international. Comparativement au temps où nous sommes, c'est-à-dire que non, à partir de 2021, Vendée et consorts. Parce que je prends les rapports annuels de la Banque centrale aussi, publient sur ça, l'indice des produits, l'indice de cours des produits des matières premières, peut-être que nous vendons parce qu'on fait les calculs de façon pondérée, que non, voilà, on prend en compte le cuivre, l'or, c'est-à-dire tous les produits minéraux et tous les produits végétaux. Vous voyez que non, bon, l'indice moyen, c'est de combien? Par rapport à 2012, qui est la première année de cette petite stabilité-là, de 2012 à 2015, par rapport à cette année, nous n'avons connu que des baisses des cours des matières premières par rapport à, donc, au prix de 2012. C'est-à-dire depuis 2012, je comprends bien. Depuis 2012. Entre 2012-2015, les matières étaient chères. Voilà. Enfin, les prix étaient... Non, comprenez-moi bien. Ouais. Je quitte 2012 jusqu'à 2024-25, ok? On prend 2000 parce que la sous-période de 2012 à 2015, c'était une période de stabilité macroéconomique où on a frôlé même les taux de croissance à des chiffres. En 2014, on a connu un taux de croissance de 9,5%. Alors, pendant cette même période, le taux d'échange est maintenu stable. Alors que les prix de cours de... Maintenant, par rapport à l'année 2012, l'indice de prix des matières premières vendues à l'international, c'est-à-dire tout ce que nous exportons, c'est-à-dire les matières minérales, les matières végétales et consorts, par rapport à 2012, on n'a connu que des baisses. Et nous avons connu la première augmentation quand? C'est en 2021. Où c'est la première année où l'indice des cours des matières premières indique que c'est en hausse par rapport à 2012. Comment on va savoir que c'est en hausse? Parce que 2012 déjà c'est l'année de référence, c'est 100. Et les autres années, on doit avoir l'indice des prix des 100. C'est-à-dire que voilà, en 2021 déjà, on a franchi, on arrive dans les 107. Et là déjà, on peut dire 2021, c'est une année qui nous a permis de connaître pour la première fois depuis 2012 et par rapport à cette année de référence, un indice de coût des matières premières supérieur à 2012. Mais pourquoi en 2012-2016, on a eu une stabilité de... Voilà, c'est la question. Parce que quand j'ai ressorti tous ces aspects, c'est pour que vous puissiez comprendre aussi ces scénarios. 2022, même chose aussi, c'est très bien, par rapport à 2012. 2023, par rapport à 2012, c'est bon. Mais pendant cette même période, on a plutôt connu des dépréciations de façon exponentielle. En effet. Alors, là, on peut aller très loin pour dire le cours des matières premières à l'international ont un impact, ça joue un rôle parce que l'air baisse ou l'air hausse, c'est un choc pour l'économie nationale, bien sûr. Mais au-delà de tout, la gestion interne, ça ne doit pas distraire la gestion interne. Parce que même si les prix augmentent, il ne faut pas que nous serons en distraction. Parce que si on a aussi des problèmes à l'interne, du genre, par exemple, élection, du genre, par exemple, guerre, c'est encore un autre choc aussi, bien sûr. Ça pourra toutefois absorber les efforts qui pourraient être mis en place. Déjà à partir de 2016,
ça se justifie. 59% de cet indice. Ça dit que non, là, c'est presque 2 fois moins que 2012. Ça se comprend. Mais on arrive en 2021, où on a franchi les 100%. Mais forte dépréciation. Donc, à partir déjà de 2016 jusqu'à 2018, on quitte 1200 jusqu'à 1600 et qu'on sort. Et là, actuellement, nous sommes dans les 2900, avant l'actualité, Oui. 2900. Et vous voyez déjà que non, il y a une corrélation qui devrait être positive entre... Depuis 2021. Oui, oui. On devrait avoir une corrélation positive entre la hausse des cours de matières premières par rapport à 2012. Et l'appréciation de franc contre. Ce qui n'est pas le cas. On a eu une corrélation négative. Parce que là, la tendance est haussière Oui. par rapport à 2012. Oui. Mais au niveau de notre marché d'échange, on voit que non, plutôt c'est les dollars qui s'apprécient. Effectivement. Mais c'était quoi la raison? Pourquoi est-ce que depuis 2021, on n'a pas connu cette appréciation-là? Qu'est-ce qu'il fallait faire qui n'a pas été fait exactement? Bon, d'abord, on rappelle que l'autorité, ce qu'on vous l'avait dit au départ, que nous, on n'est pas porte-parole de l'autorité monétaire, parce que la Banque centrale a la compétence de pouvoir gérer la politique monétaire, et aussi dans notre pays, il lui appartient aussi de pouvoir s'occuper de la politique d'échange. La Banque centrale dispose des instruments les plus appropriés pour pouvoir stabiliser les prix en termes de son objectif de la stabilité des prix, la lutte contre l'inflation, et aussi la stabilité des marchés d'échange. Mais la Banque centrale aussi est libre, parce que les instruments sont nombreux. On peut être tous des économistes, on est soit gouverneur et consort, mais on ne traverse pas la même période. Et surtout dans quel pays? C'est notre pays, la République démocratique du Congo. On n'a pas les mêmes réalités que la France, on n'a pas les mêmes problèmes, et tous les problèmes qu'eux peuvent connaître, soyez rassurés que non, ça ne passe pas par la voie officielle, que non, par exemple, vous et moi, nous puissions connaître. Mais seulement que, s'il y a problème, c'est la banque commerciale, la banque centrale, à qui on peut poser la question que non, qu'est-ce qui n'a pas permis à notre monnaie de pouvoir s'apprécier, alors qu'on a eu une amélioration par rapport à 2012, par exemple. Je reviens sur la même question, professeur, parce que c'est très important. Je vois que vous n'avez pas voulu répondre à la place de la Banque centrale. Okay. Je vous pose la question en tant que scientifique cette fois-ci. Quels sont les instruments ou quelles sont les techniques scientifiquement aujourd'hui validées, connues et tout ça, pour permettre à une monnaie de s'apprécier? Comme ça, on arrivera à la question de voir ce qui a été fait aujourd'hui et ce qui n'a pas été fait hier. Merci beaucoup. Et on va voir si cette appréciation va être pérenne ou pas. Merci beaucoup, cher Eli. Je dois d'abord rappeler que la force d'une monnaie dépend de la force de son économie. Si vous avez une économie faible, il ne faut pas imaginer avoir une monnaie forte. Ça veut dire la qualité de la production. La qualité de la production. Voilà, je voulais arriver là. Ouais. Parce que quand je parlais de puissance de la monnaie, elle est dépendante de la puissance de son économie. Mais pour qu'une économie soit puissante aussi, vous avez déjà anticipé pour me dire ça, que non, quand vous avez un système productif, quand vous avez quand même la possibilité de pouvoir faire face au choc, vous dites que non, voilà, vous êtes moins dépendant de l'extérieur et vous avez votre avenir, votre destin entre vos mains. Mais vous pouvez être dans une économie qui est faible et ne pas peut-être prétendre avoir une monnaie forte. Parce que finalement... Comme l'inverse. Oui, tout comme l'inverse, bien sûr. D'ailleurs, quand on suit les interventions du gouverneur, oui, il dit que la production n'est pas la seule raison de la force ou de la faiblesse de la monnaie. Tout à fait. Et il donne l'exemple de l'Italie, par exemple. Tout à fait. Avant l'euro. Je l'ai dit au départ. Je l'ai dit au départ que les chocs, ou bien encore si tout ce que nous avons comme cours de matières premières que nous vendons à l'extérieur, si le climat est favorable, c'est-à-dire que non, le coût des matières premières augmente, cela ne doit pas distraire la gestion interne. En effet. Et là, je rejoins pour dire que non, on peut avoir une bonne économie, mais on a quel problème? Est-ce que nous avons les mêmes problèmes que l'Italie? Point d'interrogation. Et si l'Italie rencontre tel problème, quelle est la façon pour l'Italie de pouvoir gérer? Quelle est la façon en RDC de pouvoir gérer? Est-ce qu'on parle de l'indépendance de la Banque centrale en Italie et en RDC, c'est la même connotation du point de vue pragmatique? Est-ce que quand on parle des influences
Est-ce que c'est la même connotation? Est-ce que si par exemple que non, l'Est du pays agresse la RDC à tout moment, est-ce qu'en Italie, ça doit être les mêmes cas? C'est-à-dire que non, les différents problèmes que nous pouvons connaître ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Alors, on peut pas le On peut pas aussi avoir, on n'a pas aussi les mêmes systèmes d'échange, on n'a pas les mêmes problèmes. Et aussi, non seulement ces problèmes-là, ceux qui sont appelés à trouver des solutions aux problèmes ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Oh. Vous pouvez avoir fait la même science, mais vous n'agissez pas de la même façon. Effectivement. Voilà. Donc, je reviens, vous n'avez pas répondu à la question. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les pratiques connues pour maîtriser, par exemple, les marchés d'échange? Voilà. C'est ce que je disais que non, avec une forte économie, ça reflète aussi une forte monnaie. Ouais. Mais au-delà de ça, la Banque centrale dispose des instruments d'intervention. Dans le contexte de notre économie, la Banque centrale doit avoir des réserves suffisantes. Et comment la Banque centrale doit avoir des réserves? Si on exporte, parce que les retours d'exportation, ça va servir à la Banque centrale de pouvoir constituer son matelas de réserves. Mais au-delà de ça aussi, la Banque centrale a ses instruments de la politique monétaire qui peuvent avoir des impacts d'une façon indirecte ou directe. Il y a par exemple le taux directeur. Le taux directeur de la Banque centrale. C'est quoi le taux directeur? Parce qu'on doit être pédagogique. Je sais que beaucoup de gens nous suivent. Le taux directeur, c'est... Les taux directeurs, ce qu'on appelle le taux Banque centrale, c'est le taux de refinancement des banques commerciales auprès de l'autorité monétaire, c'est-à-dire de la Banque centrale. Parce que la Banque centrale, c'est une banque des banques. Et la Banque centrale n'est pas en contact direct avec nous, les individus, ou bien encore les agents économiques non financiers. Elle n'est pas en contact avec les épargnes. Voilà. Maintenant, la Banque centrale est en contact avec les banques commerciales. Et de la façon dont vous et moi, nous allons auprès des banques commerciales pour solliciter des crédits, de la façon dont aussi les banques commerciales, parce qu'on appelle Banque centrale banque des banques, les banques commerciales aussi peuvent s'orienter vers la Banque centrale. Et là, elles seront débitrices et elles vont solliciter des crédits au niveau de la Banque centrale. Donc, le taux directeur, c'est le taux d'échange de la monnaie. Quand vous partez au niveau de la banque commerciale, vous allez bénéficier d'un crédit, mais il y a un coût de crédit. Effectivement. Voilà. Donc, on parle des taux débitaires. Bon, vous allez payer tel. Et la banque commerciale aussi ira au niveau de la Banque centrale. Elle aussi va supporter un taux. Et maintenant, cet instrument-là aussi aide la Banque centrale à pouvoir réduire ou bien augmenter la quantité de la monnaie en circulation. Parce que plus la Banque centrale revoit à la hausse son taux directeur, c'est-à-dire son taux de refinancement au niveau des banques commerciales, plus son ambition est de réduire la quantité de la monnaie. Parce que ça va décourager les banques commerciales. On dit que bon, je vais prendre les crédits, mais à un niveau élevé, donc un taux élevé. Mais les banques commerciales, je peux aussi placer, les banques commerciales congolaises prennent le crédit à la Banque centrale à quelle devise? Est-ce les francs congolais ou le dollar américain? On l'appelle banque des banques. D'abord les francs congolais, mais aussi on appelle banque des banques, la Banque centrale. C'est-à-dire que devant des problèmes, c'est la Banque centrale qui est censée aussi venir en aide au niveau des banques commerciales. C'est-à-dire que voilà, s'il n'y a pas franc, on vous donne par rapport aux besoins. Parce que la banque commerciale peut avoir besoin, il a des clients qui ont besoin des dollars. Et peut dire que bon, au lieu de me donner un franc, donnez-moi un dollar parce que la réalité devant moi, elle est telle et telle sorte. Pour des raisons, pour des raisons appropriées. Voilà. Donc on a les taux directeurs. Et ces taux directeurs aussi, ça aide aussi en termes de taux de placement. C'est comme vous aussi, vous allez placer votre fonds au niveau de la banque commerciale. Et les banques commerciales aussi vont placer leurs fonds au niveau de la Banque centrale. Et si c'est à terme, après une année, il y aura aussi un taux. Que bon, vous êtes un déposant chez moi et je vais rémunérer ça à telle hauteur. Au-delà de ça, il y a le taux de réserve obligatoire. Le taux de réserve obligatoire aide la Banque centrale de pouvoir recommander aux banques commerciales de ne pas franchir un matelas. C'est-à-dire que non, vous pouvez utiliser ce que vous avez pour octroyer des crédits, mais à tel niveau, il ne faut plus donner. Voilà. Parce que nous ne voulons pas avoir une rupture de stock. Et aussi, vous avez des clients. Les clients peuvent avoir besoin de retraits. Alors, on ne veut pas que quand les clients arrivent, ils trouvent que non, bon, je vais avoir mon argent. Non, il n'y a pas quelque chose. Et ça peut créer une contagion, parce que ça peut commencer à partir d'une banque. Ça crée une contagion. Et l'autre là, non, ça ne va pas et je peux déjà enlever mes fonds là-bas. Et l'autre, tout. Et ça peut créer une instabilité dans le marché bancaire. C'est pourquoi il faut avoir... Donc ces fonds-là, alors même ce matelas-là vient des épargnes en fait.
Oui, ça dit que c'est tout ce que vous et moi,